de m'avoir invité à faire cette présentation pour traiter d'un sujet qui, pour ceux qui ne sont pas directement impliqués dans la gestion des patients en attente de liste, peut être un peu mystérieux, comme l'a mentionné Sébastien. Et je pense que c'est important de clarifier tout, en sachant que finalement la politique de l'Agence de la biomédecine, c'est cristal, donc transparence absolue sur tout ce qui se passe. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation, simplement je suis membre d'un certain nombre d'instances institutionnelles, en particulier membre du Conseil médical et scientifique de l'Agence, mais je m'exprimerai ici en tant que représentant de ce que l'Agence appelle les professionnels et en tant que représentant du groupe technique CHC au niveau de l'Agence. J'aborderai les principes généraux d'attribution des greffons hépatiques dans un premier temps. Je vous détaillerai ce qui résulte de la compétition entre indications, en particulier entre carcinome hépatocellulaire et cirrhose. Et j'aborderai en fait les grands principes qu'on a débattus au sein de l'agence pour améliorer le système et mieux réguler l'attribution des greffons pour les patients inscrits pour carcinome hépatocellulaire. Et puis je vous présenterai les nouvelles règles adoptées par l'agence qui sont en cours de mise en place et l'agenda qu'on envisage. Alors, quand une agence d'attribution des organes doit gérer un programme de transplantation, toutes les agences dans le monde sont confrontées au même problème, c'est gérer des patients qui présentent des situations cliniques extrêmement différentes. Vous avez ici des cirrhoses décompensées avec des niveaux de gravité extrêmement variés, reflétés par le score MELD, des carcinomes hépatocellulaires qui ont également des niveaux de gravité très variés, qui peuvent être traités, non traités, à des stades de progression évolutive différents, plus ou moins agressifs, des retransplantations, des indications de tumeurs non carcinomateuses, non carcinome hépatocellulaire, des maladies génétiques. Et donc, il faut essayer d'harmoniser toutes les règles d'attribution des organes pour que les personnes en liste soient finalement servies de façon très équitable au sein de ce même programme. Alors, il y a deux grands principes qui gouvernent cette allocation, cette attribution des greffons, qu'il faut essayer de concilier, qui sont relativement contradictoires. Le premier principe, c'est celui de l'utilité. Et en fait, l'utilité privilégie l'attribution des greffons vers les situations qui garantissent le meilleur usage de l'organe le plus efficace. Et en fait, ça va viser essentiellement à prévenir la mortalité sur liste des patients les plus graves. Donc là, on est dans une politique d'attribution du greffon aux patients le plus malades. C'est de Sickest First Policy des anglo-saxons. Alors évidemment, il faut pondérer cette notion d'utilité par la notion de futilité. Si on transplante un patient trop grave, il décède après notre transplantation. Donc l'utilisation du greffon a été inappropriée et on est en situation de transplantation futile. Donc il y a une balance subtile à essayer de définir ici. Et puis il faut s'associer en effet à que l'utilité s'associe à une survie à 5 ans optimale, donc en opposition avec la futilité. Alors si on transplante les malades les plus graves en permanence, évidemment, les malades moins graves n'ont pas accès à la transplantation. Il faut compenser ce principe utilitaire par un principe d'équité. Et le principe d'équité, c'est le principe selon lequel les candidats à la greffe doivent avoir une probabilité d'accès similaire au greffon, qui est une ressource collective rare, avec un risque de décès sur liste similaire. Et ce, quelle que soit leur maladie hépatique et quelle que soit leur localisation territoriale. Donc un principe très, très équitable au final. Alors en France, l'agence a essayé de faire concilier tous ces principes par un score qui s'appelle le score national froid. Donc quand vous référez un patient à votre centre de transplantation, au moment où il est inscrit sur liste, il reçoit un score national. Et c'est un score qui va de 0 à 1000. Et en fait, plus le patient a un score élevé, plus il va passer rapidement à la transplantation et accéder plus rapidement au greffon. Par contre, 3 ans de ce score, ça fait toujours un petit peu frémir. En réalité, il est assez logique. Le score 0 à 1000, pour les patients qui ont des cirrhoses décompensées, c'est une translation directe du score MELD. Donc si vous avez un score MELD à 6, vous avez 0. Si vous avez un score MELD à 40, vous avez 1000. Et vous avez toutes les graduations intermédiaires. Pour le carcinome hépatocellulaire, le score MELD est en général faible. Donc en fait, les patients vont être inscrits avec un score MELD bas, donc c'est assez bas sur la liste, et ils vont être pondérés en fonction du temps, avec des fenêtres de transplantabilité que l'agence a essayé de déterminer, qui ne fonctionnent pas très bien en réalité. Ici, par exemple, pour les CHT-TNM stade 2, on a entre 3 et 9 mois de fenêtres de transplantabilité théorique au départ. Et puis, pour les patients qui sont servis par aucun de ces systèmes, je pense par exemple à des polykystoses hépatorénales ou des syndromes hépatopulmonaires sans insuffisance hépatique, on fait appel à un collège d'experts qui va statuer sur le niveau de priorité à donner à ces patients et en général, il leur alloue 800 points avec un délai qui va être prédéfini en fonction des situations cliniques. Donc on a 3 systèmes qui cohabitent au sein du score national, mais au final, au moment où le patient est inscrit, il reçoit son score entre 0 et 1000. Alors concrètement, comment ça se passe? Sur le diagramme de gauche, vous avez un patient qui va être inscrit pour une cirrhose isolée. C'est un score qui est essentiellement fondé sur l'utilité, c'est-à-dire sur le score MELD, directement lié à la sévérité et indépendant du temps. Donc si vous avez par exemple un patient qui a un score MELD à 20, il est inscrit ici, il a environ 500 points. MELD à 30, il a environ 800 points. MELD 40, il a 1000 points.
Et puis la ligne ici que vous voyez fluctuer, en réalité, c'est un patient qui va avoir des événements cliniques successifs. Ce n'est pas une priorité qui augmente en fonction du temps. Il est inscrit avec un MELD bas, on va dire 10 ici. Il fait un accident qui aggrave sa fonction hépatique, son MELD passe à 20, il se réaméliore, il se redégrade, et en fait, son niveau de priorité va monter comme ça et fluctuer au fil des événements cliniques. Il peut évidemment, à un moment d'une acute on chronic failure, par exemple, se retrouver avec un MELD à 35. Pour le carcinome hépatocellulaire, c'est exactement l'inverse. On a un score qui est fondé sur l'équité, très lié au temps et très peu dépendant du stade de gravité du carcinome hépatocellulaire. Et en effet, la cirrhose à la base, chez les malades inscrits pour carcinome, elle est équivalente à un MELD en médian de 13. Ce qui veut dire que si on inscrit un patient avec carcinome hépatocellulaire avec un MELD à 13, il va se retrouver très très bas sur la liste d'attente, très très bas sur le score national. Et en permanence, des patients avec des MELD supérieurs vont se trouver inscrits et lui passer devant. Donc en fait, on a un système de compensation par le temps, et chaque semaine, le patient inscrit pour carcinome hépatocellulaire gagne des points pour finalement entrer en compétition après un temps variable, mais qui peut être long, ici en moyenne 15 mois, en compétition avec des patients qui ont des scores MELD à 30. On a vu que le score du CHC est capé à 900, donc il ne peut pas excéder un score de 30-32. Et en fait, au fil du temps, si on a une grosse prévalence de patients inscrits pour carcinome hépatocellulaire, en permanence, des patients inscrits pour CHC vont passer devant des patients qui ont des cirrhoses décompensées, qui sont assez sévères, des MELD 25, 26, 27. Et en France, actuellement, c'est assez difficile pour un patient qui a une cirrhose décompensée d'accéder au greffon si vous avez un MELD schématiquement en dessous de 28, 29. Donc, on a ce système qui fonctionne, mais qui n'est pas parfait. Et alors, il est de moins en moins parfait, parce que quand le système initial a été constitué en 2007, le premier score national FOI a été établi en 2007, la prévalence du carcinome hépatocellulaire était très faible. Ça, c'est un diagramme qui illustre en ordonnée le nombre d'habitants, de citoyens inscrits par an, enfin le nombre d'indications de transplantation par habitant et par an en France, par million d'habitants et par an en France. Vous voyez qu'en 2006-2007, on avait 2 patients inscrits par million d'habitants et par an en France pour carcinome hépatocellulaire. Là, on est à 7-8, on a multiplié par 4 ce nombre en 10 ans. Et pour la cirrhose, on est resté sur des chiffres entre 6 et 7 par million d'habitants et par an. Donc finalement, il y a une augmentation de la prévalence des patients inscrits pour carcinome hépatocellulaire, et le poids du CHC, quand il arrive en fin de circuit d'accès à la transplantation, pèse de plus en plus sur les malades qui sont inscrits pour des cirrhoses décompensées. Et donc le système est en train de se déséquilibrer. Alors, un exemple de ce déséquilibre, on a regardé dans le groupe FOI, parce que l'agence nous donne périodiquement des évaluations de ce qui se passe. On a vraiment un système très performant d'évaluation des résultats, tant en attente de liste qu'après la transplantation. Et vous voyez ici que, par exemple, quand on regarde la probabilité de décéder en liste des patients qui sont inscrits pour cirrhose décompensée, quand vous avez des patients qui sont inscrits avec des MELD inférieurs à 25, schématiquement, on est sur cette période-là, 2012-2013, à 10-12% de risque de décéder en liste. Mais il y a 2 catégories qui sortent du lot, qui sont d'une part les MELD très élevés, 35-40, où là on a une mortalité de 25% en liste. Donc quand vous adressez un patient à un centre de greffe qui a un MELD très élevé, il a une chance sur 4 de décéder avant la transplantation, parce que des événements impondérables vont survenir, des défaillances multiviscérales. Et la vraie problématique là, ça va être de définir en effet le niveau de futilité au-delà de laquelle c'est plus raisonnable de transplanter le patient. Mais ce qui est beaucoup plus dérangeant, là on pense que c'est relativement incompressible ici. Ce qui est beaucoup plus dérangeant, c'est ce groupe-là, 26-30, 25-29. Et vous voyez qu'ici, on est à 20-22% de mortalité pré-transplantation. Et en fait, ça montre une dysfonction du système utilitaire, parce que cette probabilité de décéder en liste d'attente, c'est celle qui est prédite par le MELD. Donc en fait, le fait d'être inscrit sur liste n'offre pas un avantage en termes d'accès aux soins aux patients, puisqu'il a exactement la même probabilité de décéder qu'il soit ou non inscrit en liste. Donc il y a une dysfonction du système, et c'est ça qu'on a cherché à corriger. Alors, un premier élément correctif, c'était d'introduire dans le score national un système qui s'appelle le système gravitaire, c'est-à-dire que finalement, le système maintenant est réparti à l'échelon national, et le greffon va aller à l'échelon national aux patients les plus sévères. Si un patient est très très grave à Marseille et que le greffon est à Lille, si le malade le plus grave en liste est à Marseille, le greffon va à Lille. Et donc on diminue considérablement, il n'y a quasiment plus en fait de priorité locale dans l'attribution des greffons. Ça, c'était une première étape, ça a un peu amélioré le système, mais finalement pour notre groupe de patients à sévérité intermédiaire, et vous connaissez ces malades, c'est un patient qui est fatigué, dénutri, asthénique, une acide réfractaire, un peu encéphalopathe, il a 100 micromoles de bilirubine, 35-40% de TP, il a fait une infection d'acide, il a un syndrome hépatorénal de type 2 modéré, une créate à 120-130, c'est évident qu'il est gravissime, et pourtant il a un mauvais accès à la transplantation. Et avec l'implémentation du système gravitaire, on a un peu amélioré la survie en liste de ces patients, mais on a encore 17%
de mortalité avant la transplantation. Donc il faut continuer à essayer de progresser. Comment améliorer le système? Évidemment, lutter contre la pénurie. Donc ça, c'est augmenter le pool de greffons. On est assez démunis encore à l'heure actuelle, mais on a quand même deux événements considérables, je pense, qui vont modifier la donne dans l'année qui viennent, qui sont la machine à perfusion et l'utilisation des donneurs après arrêt cardio-circulatoire. Et là, on a, je pense, un réel volant d'augmentation du pool de greffons. Il y a déjà un protocole mis en place par l'Agence de la biomédecine opérationnel pour la greffe de foie concernant le prélèvement des greffons après arrêt cardio-circulatoire. Deuxième possibilité, réguler les indications et travailler sur les indications futiles. Et puis, troisième possibilité, réguler l'attribution des greffons. Donc rapidement, pour le carcinome hépatocellulaire, la régulation des indications. Vous connaissez tous maintenant le score alpha-fetoprotéine. C'est un score qu'on a construit avec l'ensemble des centres de greffe français pour essayer de limiter les indications de transplantation pour CHC à haut risque de récidive. Et en fait, le message essentiel, c'est que pour les scores alpha-fetoprotéine supérieurs à 2, on avait un risque de récidive de 45% à 5 ans, avec un impact significatif sur la survie. Et on a décidé de caper l'accès à la transplantation de ces patients. On était dans un système qui était très très permissif, mais finalement assez bien autorégulé, mais il fallait quand même faire des bornes, parce qu'en fait on avait une tendance à inscrire de plus en plus de patients avec des CHC agressifs, et ce système-là a permis de contenir un peu les transplantations futiles pour carcinome hépatocellulaire. Il est robuste, comme l'a rappelé la présentation de Montpellier hier. Il a été validé dans une série sud-américaine de 400 patients récemment publiés. Il est en cours de publication dans le Journal of Hepatology dans une série de 600 patients italiens. Ça marche aussi sur une cohorte anglaise. Donc on est assez confiant maintenant dans la robustesse de ce système. Maintenant, ça ne règle pas tout et il faut absolument travailler sur la régulation de l'attribution des greffons pour CHC. Et donc le concept général sur lequel le groupe de travail a réfléchi, c'est comment introduire de l'utilité dans le système d'attribution des greffons, c'est-à-dire comment prioriser les patients qui sont inscrits pour CHC et qui ont un besoin le plus immédiat de transplantation, et comment ralentir les patients qui finalement ont un besoin moins urgent de transplantation pour carcinome hépatocellulaire. Alors, quand le score alpha-fetoprotéine a été mis en place et adopté par l'Agence de la biomédecine, ça remonte maintenant à janvier 2013, on a également institué une règle qui était quand même minimaliste en termes d'utilité, c'est que les patients inscrits avec un carcinome hépatocellulaire TNM1, donc c'est la petite noisette, le petit CHC qui a 1 à 2 cm de diamètre, eh bien, il a été considéré qu'il ne fallait pas prioriser ces patients pour l'accès à la greffe et qu'ils passeraient en fonction de leur score MELD, qui en général est à 10 à 12, donc schématiquement pas d'accès à la transplantation, ce qui revient à évidemment privilégier les thérapeutiques curatrices non transplantation pour ces patients. Et puis on a tout le groupe très hétérogène de patients avec des CHC TNM supérieurs ou égal à 2, donc au-delà de cette tumeur de 2 cm de diamètre. Et là, on était sur un système essentiellement, comme je vous l'ai rappelé, d'attribution en fonction du temps. Et en fait, ce qui était quand même curieux, et je ne sais pas comment on était arrivé là d'ailleurs, c'est que dans ce système-là, il n'y avait aucune prise en compte du staging tumoral des patients TNM2 ou plus. Et vous voyez, il peut y avoir une tumeur unique de 4 cm, plusieurs nodules multiples sur un bilobère, sur un foie avec un MELD un petit peu élevé, des patients qu'on peut traiter, des patients qu'on ne peut pas traiter, des patients qui ont été resséqués sans tumeur en place. Et tous ces patients avaient un accès identique à la transplantation. Et donc, on a décidé d'essayer de prendre en compte les possibilités de traitement, la réponse au traitement. À l'inverse, il y avait une certaine prise en compte du score MELD pour ces patients. Et je vous donne un petit peu les temps d'accès à la greffe en fonction du score MELD, parce que c'est des choses qui ne sont pas bien connues et qui peuvent expliquer certaines accès à la greffe des patients dans les centres. Alors, par exemple, si vous êtes inscrit avec un carcinome hépatocellulaire et un MELD qui est à 26-29, pour le coup, on n'est plus dans cette politique de surmortalité, parce que le CHC va considérablement accélérer la greffe et vous passez en 3 mois. Si vous avez un score MELD qui est entre 20 et 25, vous allez passer en environ 6 mois. Si vous avez un score MELD qui est entre 15 et 20, vous passez en 9 mois. Mais en réalité, la majorité des patients, ils ont des scores MELD qui sont entre 6 et 14. Et là, vous êtes sur 15 mois d'attente en moyenne. Donc, il va falloir gérer la liste d'attente pendant ces 15 mois, ce qui peut être parfois un petit peu long. En tout cas, si votre patient développe un carcinome hépatocellulaire sur une cirrhose décompensée, sa probabilité d'accès à la transplantation est considérablement accélérée. À part cette situation particulière, on va s'intéresser maintenant aux patients qui ont des MELD bas. Et là, la proposition du groupe de travail de l'agence, qui était donc représenté par ce que j'appelle le CHC, le groupe CHC noyau dur, en collaboration avec l'agence de la biomédecine et en collaboration avec la Société d'imagerie abdominale et digestive et la SFR, pilotée dans ce groupe par Christophe Aubé et Alain Luciani, a cherché à établir des règles de fonctionnement pour la gestion de ces patients.
Alors, le principe de base, l'introduction de l'utilité dans le système sachet, c'est quoi? C'est appliqué en partie au carcinome hépatocellulaire, le principe qui gouverne l'allocation des cirrhoses, ce que j'appelle la TIPS-like stratégie. Quand vous avez un patient qui a une cirrhose décompensée avec un acide réfractaire, un MELD à 15, un CHA2B, inutile de dire que c'est un patient qui a une maladie très grave. Et on connaît la médiane de survie de ces patients, c'est 50% à 5 ans. Donc il a un besoin à terme probablement de transplantation. Mais il se trouve qu'il y a des patients beaucoup plus graves que lui. Et l'ensemble de la communauté a accepté le principe que ce patient n'avait pas la même priorité et qu'on allait chercher à utiliser des traitements conservateurs, et en particulier la pose d'un TIPS chez ce patient avant d'envisager la greffe pour lui. Donc l'idée, c'est bête, c'est d'essayer de reproduire ce schéma et ce concept pour les patients inscrits pour CHC, pour leur donner moindre priorité, parce que probablement, ils sont un petit peu trop surpriorisés. Donc prioriser différemment les CHC en fonction du staging de la maladie, de son agressivité, des alternatives curatives thérapeutiques possibles, de la réponse au traitement, et donc épargner l'utilisation immédiate d'un certain nombre de greffons et les reventiler vers les indications prioritaires. Alors, le groupe de travail a beaucoup travaillé et donc a cherché à s'appuyer sur certaines données d'évidence. Alors, je vous donne quelques exemples. C'est vrai que quand on regarde un petit peu les survies sans récidive après traitement curateur actuellement, on a quand même des résultats qui sont tout à fait intéressants. Ici, ça c'est les travaux de l'équipe de Bondy après radiofréquence, et en particulier après radiofréquence d'un nodule unique de plus de 3 cm. Vous voyez qu'on arrive à des taux de survie sans récidive de l'ordre de 50% à 5 ans. Ça, c'est des courbes de survie sans récidive après résection en Asie de CHC sur foie cirrhotique. Et on arrive ici encore à des résultats de l'ordre de 50% de survie sans récidive à 5 ans. Ça, c'est une série multicentrique européenne où on est à 40% de survie sans récidive à 5 ans et une excellente survie globale. Donc, si on transplantait tous ces patients sans discrimination, clairement, on utilise très rapidement 50% de greffons en excès. Et donc là, il y a un gros volant de greffons à pouvoir redistribuer. Un deuxième point très important, je ne vous note pas toute l'évidence sur laquelle on a réfléchi, mais c'est les travaux de l'équipe de San Francisco sur ce qu'ils appellent l'Ablate Reset and Wait Strategy. Et ils ont montré de façon vraiment intéressante, c'est contraint dans le système de Milan, mais ils ont montré que dans ce système d'indication de CHT pour Milan, quand vous avez une lésion de 2 à 3 cm, une réponse complète à un premier traitement loco-régional, qui soit d'ailleurs chimio-embolisation, résection, radiofréquence, et lorsque l'alpha-fétoprotéine descend en dessous de 20 après un premier traitement, la probabilité de sortie de liste pour aggravation au-delà des critères de Milan, elle est d'1,3% à 1 an et d'1,6% à 2 ans. Et ça représentait 20% de l'ensemble de la cohorte de San Francisco. Donc quand on traite efficacement un carcinome hépatocellulaire à un stade relativement modéré d'évolution, et on ne pénalise pas franchement le patient puisqu'il a une très très faible probabilité de sortie de liste pour aggravation, et finalement il a moins de chances de sortie de liste pour aggravation que de décéder en post-transplantation. Donc ça justifie également a posteriori le fait d'essayer de ralentir ces patients. Alors sur ces bases-là, on a réfléchi à quelques principes généraux, et donc on s'est intéressé aux patients qui avaient un score alpha-fétoprotéine inférieur ou égal à 2. Sur les TNM1, on est resté sur la même proposition de l'allouer en fonction du score MELD, donc quasiment pas d'accès. Pour les patients qui ont un score TNM supérieur ou égal à 2, plusieurs possibilités. Soit le patient n'est pas candidat à un traitement curateur, traitement infaisable, même un traitement d'attente, une chimio-embolisation par exemple. Alors là, on propose d'accélérer un petit peu ces patients qui probablement sont desservis et pourraient contribuer à des sorties de liste de progrès par progression tumorale pendant la phase d'attente, et on propose de les transplanter dans un délai de 6 mois maximum. Et pour les autres, c'est la grande majorité, qui sont accessibles à une thérapeutique de bridge pendant la phase d'attente. On regarde ce qui se passe. Si on réussit à inactiver la tumeur, on propose de ralentir l'accès à la transplantation. Et pour ce faire, on a 2 solutions. Soit on les place en position inactive, en contre-indication temporaire pour amélioration sur la liste, soit on les laisse actifs, mais avec un système d'allocation fondé sur le score MELD, qui encore une fois ne leur permet pas d'accéder à la transplantation. Et ensuite, si ces patients récidivent de leur tumeur pendant la phase d'attente, à ce moment-là, on leur donne une priorité supplémentaire pour ne pas les léser. Ils vont passer avec un temps d'accès à la transplantation qui est de 6 mois à compter de la récidive. Donc ça, c'est les principes généraux. Alors, on a pas mal réfléchi. Ça, c'est une diapositive volontairement un peu brouillonne, parce que c'est notre document de travail dans le groupe foie. Alors, vous voyez, on a imaginé plein de situations, plein de scénarios avec des cases un peu partout. Et on était un peu sceptique au terme d'une réunion de travail, et on s'est dit finalement c'est absolument pas proposable à la communauté, personne n'a rien à y comprendre, donc on va simplifier le système. Donc les données que je vais vous montrer sont des données volontairement simplifiées.
Et donc, on est arrivé à ce schéma-là, qui est le schéma qui est en cours de mise en place actuellement. Donc, le schéma, à la base, vous êtes dans le score alpha-fetoprotéine inférieur ou égal à 2. Vous avez un nodule unique accessible à un traitement curateur. Ça représente 25-26% de l'ensemble des patients inscrits sur liste actuellement. Traitement curateur efficace. Votre patient a une tumeur totalement inactivée par le traitement. Pas de récidive. Vous passez au score MEL de foie, donc, où vous êtes en contre-indication temporaire pour amélioration. Donc, pas d'accès à la transplantation. Vous êtes ralenti sur la liste. Vous récidivez. Si la récidive survient dans un délai de plus de 6 mois après le traitement curateur, à ce moment-là, et que vous êtes toujours évidemment dans le score alpha-fetoprotéine inférieur ou égal à 2, on vous propose l'accès par une composante automatique dite CHC récidive qui va vous donner 650 moins en 6 mois. Donc on va vous prioriser pour que vous passiez rapidement à la transplantation en cas de récidive. Si vous n'êtes pas dans cette configuration d'un nodule unique accessible à un traitement curateur, il y a encore 2 cas de figure. Le traitement d'attente, en général, de la chimioembolisation est possible, et là, on laisse le système en l'état, c'est-à-dire que le patient va progresser au score national fois CHC en fonction du temps. Et s'il est identifié que le patient ne peut pas avoir accès à un traitement curateur, il y a une contre-indication argumentée qui doit être adressée au collège d'experts de l'Agence de la biomédecine. Ça vise essentiellement les patients avec des MEL de FEL, parce que ceux-là, ils n'ont pas d'accès à la transplantation depuis leur MEL de bas. Et en fait, le collège va leur proposer l'accès à la greffe, là aussi, 650 points en 9 mois. Donc, c'est ça les grandes catégories qu'on a résumées. On n'est pas dans un système de continu comme le score MELD, évidemment, mais on a cherché à identifier 4 grandes catégories de situations. Le traitement curateur efficace, on retarde l'accès à la transplantation. On a vu dans l'accord Hepater ce matin que la récidive après le traitement, c'était à 20 mois, moins de 20%. Donc, on est quand même assez à l'aise avec ça. En cas de récidive, on sait qu'ils vont récidiver généralement dans une situation où on peut faire la transplantation, une certaine priorisation. Et puis pour le reste, on s'attache à la petite fraction de patients qui n'a pas d'accès à la transplantation, qui n'a pas d'accès à un traitement efficace pour contrôler la progression de la tumeur pendant la phase d'attente, et on leur donne des points supplémentaires. Pour vous dire, cette diapo est complexe, mais juste pour vous dire qu'en fait, l'agence a simulé un petit peu toutes les propositions qu'on lui faisait pour savoir quel était l'impact sur le système de façon générale. Donc on a eu plusieurs épisodes de simulation. Ici, par exemple, les patients listés entre février 2016 et le août 2016, 400 patients, pour savoir quel poids allait peser l'attribution d'une composante CHC récidive dans le système. Et en fait, on se rend compte que seuls 21 patients rentrent dans ce système-là, c'est-à-dire 5% des patients inscrits sur la période. Donc finalement, cette priorisation à récidive ne va pas peser considérablement. On va surtout ralentir l'ensemble des patients qui ne récidivent pas et aérer le système. En pratique, comment ça se passe? Là, j'ai repris notre liste d'attente à Mondor. C'était mardi dernier avant de venir ici. Et vous voyez, 54 patients inscrits pour carcinome hépatocellulaire au tenté au 27 septembre. Et qu'est-ce qui se passe? On a 32 patients, soit 60%, qui sont inscrits en contre-indication temporaire pour tumeurs traitées de façon efficace et inactive. Et le délai entre le traitement curateur et la date de point était de 19 mois, délai médian. Donc vous voyez, on est sur des patients qui sont inscrits depuis très longtemps et pour lesquels on a ralenti l'accès à la transplantation, puisque si on n'avait pas bloqué le système là, ils auraient déjà été transplantés, mais sans tumeur en place. On a 26% de patients qui sont actifs, et parmi ces 26% de patients actifs, on en a 7 qui ont effectivement une tumeur active en cours de chimioembolisation, et puis on en a 7 qui n'ont pas de tumeur active parce que ça correspond à une récidive qui a été retraitée. Et donc, ces patients sont néanmoins actifs sur liste. Et puis, on a un certain nombre de patients qui sont en contre-indication temporaire pour d'autres raisons. Donc, vous voyez, quand on s'applique, depuis 2 ans maintenant, on s'est attaché à appliquer ces grands principes qui avaient été générés dès 2014-2015. On a un gros contingent de patients à gérer sur liste, inactifs, qui doivent être recontrôlés à intervalles très réguliers pour pouvoir réellement voir si on doit ou non activer à un moment donné le patient sur liste. Et en effet, ce qui est déterminant dans ce système, si on veut le rendre efficace et qui veut être équitable à l'échelon du territoire national, c'est de standardiser toutes les situations possibles. Donc on a beaucoup travaillé dans le groupe pour standardiser les contre-indications à la résection, à la radiofréquence, à la chimioembolisation, pour définir les patients qui n'avaient pas d'accès à un traitement pendant la phase d'attente. On a standardisé l'évaluation tumorale pendant l'attente grâce au groupe SIAD. Et en fait, on se tourne actuellement vers une évaluation MRECIST des critères de staging tumoral après traitement. On doit renseigner de façon trimestrielle les caractéristiques morphologiques tumorales.
donc ici aussi assujetti à l'évaluation en RCP, et on doit remplir une fiche RCP spécifique des patients inscrits sur liste pour transplantation hépatique. L'agence insiste beaucoup, toutes les décisions de transplantation doivent être validées en RCP, et c'est assujetti à une régression sur liste en cas de non-renseignement, comme pour le MELD d'ailleurs. Quand tous les 3 mois vous ne réactualisez pas le score MELD de votre patient, il repart au fond du classement. On doit renseigner le projet thérapeutique pendant la phase d'attente et tracer ce projet thérapeutique. Et on prévoit également d'évaluer de façon périodique l'impact du système sur la sortie de liste pour progression tumorale et la faisabilité générale du système. Alors ça, c'est la diapositive clé. C'est comment homogénéiser la prise en charge et la surveillance sur liste de ces patients. Alors ça paraît un peu compliqué, c'est Jean-Philippe Richardet dans notre centre qui a beaucoup travaillé là-dessus. En fait, c'est une fiche Excel automatisée qu'on va proposer comme fiche de référence RCP pour les patients inscrits pour carcinome hépatocellulaire. Il faut voir que le report des données de tout patient inscrit pour lequel on envisage l'inscription sur liste, il est effectué par des techniciens sur des postes fléchés par l'Agence de la biomédecine. Alors c'est assez simple pour les techniciens de recherche clinique de recolliger un INR, une bilirubine, une créatinine, mais pour relire un compte-rendu radiologique non standardisé à l'échelle nationale, c'est très difficile. Il y a des nodules dans tous les coins, on ne mentionne pas la topographie des nodules, ils ont diminué, augmenté, certains sont apparus, certains sont typiques, atypiques, et donc le technicien ne peut pas faire ça. Donc c'est une charge médicale de réellement superviser ce qui se passe. Donc toutes les cases en gris, c'est ce que l'agence exige de reporter dans le logiciel Crystal d'inscription sur liste. Alors j'ai une petite animation. Donc on se concentre d'abord sur ce qui se passe avant l'inscription sur liste. On doit renseigner les caractéristiques tumorales à l'inscription. Donc là vous avez un patient qui a un nodule unique de 1,4 cm dans le segment 8. Il a un calcul automatique de son score par la fiche à 0, son score alpha-fétoprotéine, et l'alpha-féto est à 45. On lui propose une radiofréquence du segment 8 à une date X, et ensuite, le patient en fait, va récidiver. Donc le nodule initial est traité, mais il y a 2 nodules qui réapparaissent. Pour un score alpha-féto calculé automatiquement à 2, on le discute en RCP, on lui propose une transplantation dans le score alpha-fétoprotéine, et comme il est en récidive, pour un délai supérieur à 6 mois, il va avoir accès à la transplantation dans le cadre de la composante CHC récidive. Donc toute la fiche est automatisée avec des modules déroulants. C'est très simple. Et vous voyez que par exemple, vous pouvez comparer immédiatement les caractéristiques tumorales de votre patient avant même l'inscription, au moment où le CHC apparaît, à celle à l'inscription. Et puis il y a une fiche de suivi qui permet de réévaluer le patient trimestriellement. Et donc vous avez une vision directe de ce qui se passe, très très reproductible et standardisée d'un centre à l'autre. Claire Francose également. Alors ça, c'est pour vous montrer ce qui se passe, ce que fait le technicien de l'Agence de la biomédecine. Il reporte dans le cristal toutes ces caractéristiques que je vous ai mentionnées. Donc c'est indispensable qu'il ait à la base un formulaire vraiment objectif et facile à utiliser. Claire Francose a également travaillé sur la composante expert CHC, ces patients qui n'ont pas d'accès au traitement pendant la phase d'attente. Et donc ça, c'est une fiche qu'on doit remplir et adresser au collège d'experts qui va statuer sur la non-faisabilité du traitement d'attente pendant la phase d'attente. Voilà, donc je n'ai pas de conclusion spécifique, simplement un agenda de mise en application. On entend parler de ce système-là depuis un certain temps, on a pris pas mal de retard. Actuellement, on en est. L'algorithme a été présenté et validé au Conseil médical et scientifique de l'ABM en juillet 2015, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus d'1 an. Ce qui a été fait très rapidement, c'est la mise en place de la composante expert pour les patients inscrits pour CHC sans traitement d'attente faisable. Et donc ça, cette fiche, la composante est informatisée depuis février 2016. Et là, on est en phase de mise en place de l'outil informatique pour la composante CHC après récidive. En fait, il se trouve que l'Agence de la biomédecine a changé de prestataire informatique et toute leur plateforme est en train d'être revisitée. Et donc, on a pris beaucoup de retard. Ce qui apparaît, c'est que finalement, la composante récidive, elle va être implémentée probablement en janvier 2017 et elle va ne concerner que les patients incidents, c'est-à-dire les nouveaux inscrits. Les patients qui sont en récidive et déjà inscrits, en fait, ils vont être assez priorisés par leur progression sur le score. Ils vont atteindre tous pratiquement 800 ou 900 points, donc ils vont être transplantés assez rapidement. Et la composante récidive va être implémentée, on espère, début 2017, si les problèmes informatiques de l'agence sont résolus. Voilà, j'ai essayé de vous résumer le plus clairement possible. J'espère que j'ai réussi ces nouvelles règles d'attribution pour CHC. Je vous remercie de votre attention.